L'affaire Ben Barka. C'est sans doute l'un des plus grands scandales politiques du XXe siècle. On va plonger au cœur d'un complot international qui implique plusieurs États, un enlèvement en plein Paris et surtout près de 60 ans de silence et de dissimulation. C'est une histoire qui, aujourd'hui encore, continue de hanter les relations entre la France et le Maroc. Tout part de cette question, simple mais vertigineuse. Comment est-ce possible? Un homme, une figure politique connue, s'évapore littéralement sur l'un des boulevards les plus fréquentés du monde. Pour essayer de comprendre ces mystères, il faut remonter le temps, revenir au tout début. Voilà, tout commence ici, à cette date, le 29 octobre 1965. L'acte en lui-même est d'une audace folle. Mehdi Ben Barka est abordé non pas par des malfrats, mais par des fonctionnaires de la police française. C'est cet événement précis qui va déclencher la plus longue et la plus complexe affaire d'État de la Ve République. Alors, première partie, revenons sur cette journée d'octobre 1965, parce qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas un simple effet divers, non, c'est un acte qui va secouer l'État français jusque dans ses fondations. Et la preuve que ce n'est pas une affaire comme les autres, la voilà. Cet enlèvement a ouvert un dossier judiciaire qui, aujourd'hui encore, n'est toujours pas refermé. C'est la plus vieille affaire en cours d'instruction en France. Imaginez, 10 juges se sont succédés sur ce dossier, mais la vérité complète reste, elle, toujours hors de portée. Mais pour qu'une telle conspiration se mette en place, la question fondamentale c'est pourquoi lui? Qui était vraiment Mehdi Ben Barka pour que plusieurs services secrets, plusieurs États décident ensemble qu'il fallait l'éliminer? Le personnage de Ben Barka est fascinant, plein de contrastes. D'un côté, il a été le prof de maths du jeune prince qui allait devenir le roi Hassan II, et de l'autre, il est devenu son opposant politique numéro 1, au point d'être condamné à mort par ce même régime. Mais la menace qu'il représentait allait bien au-delà du Maroc. En préparant la conférence tricontinentale, il fédérait les mouvements du tiers-monde contre l'impérialisme. Et ça, en pleine guerre froide, ça faisait de lui une cible. Pour le Maroc, bien sûr, mais aussi pour pas mal de puissances occidentales. Et c'est là qu'on touche au cœur de l'affaire. L'opération Ben Barka, ce n'est pas le travail d'un seul pays. Non, c'est une collaboration secrète, une alliance mortelle entre 3 nations. Le Maroc, la France et Israël. Du côté marocain, on a ce duo. Le général Oufkir, le ministre de l'Intérieur, le grand chef d'orchestre. Il vient lui-même à Paris superviser les opérations. Il sera condamné, mais par contumace, donc jamais vraiment inquiété. Et puis il y a son bras droit, Dlimi. Et là, l'histoire est folle, il se présente de lui-même à la justice française et il est acquitté. Un acquittement surprise qui a tout l'air d'un arrangement politique au plus haut niveau, un deal pour calmer le jeu et surtout pour protéger le roi Hassan II. Et la France dans cette histoire, eh bien, sa complicité se joue à plusieurs niveaux. Il y a d'abord la participation directe, active. Ce sont bien des policiers français qui enlèvent Ben Barka. Ensuite, il y a la complicité passive, celle du silence. Les services secrets de l'époque, le SDSC, savaient depuis des mois qu'un projet visait Ben Barka. Ils n'ont rien fait, ils ont laissé faire. Et puis il y a le nettoyage. Un intermédiaire clé, un truand nommé Georges Figon, est retrouvé suicidé juste au moment où la police s'apprête à l'arrêter. Un timing un peu trop parfait. Et pour compléter ce trio, il y a Israël. Le rôle du Mossad, qui a longtemps été une rumeur, est aujourd'hui confirmé. C'était un soutien purement logistique, mais absolument essentiel. Les Marocains n'arrivaient pas à localiser Ben Barka, c'est le Mossad qui l'a retrouvé à Genève. Ils avaient besoin de faux papiers, de voitures, c'est encore le Mossad qui a fourni le matériel. Cet assassinat, c'était en quelque sorte un service rendu, une monnaie d'échange dans les jeux d'alliance de la guerre froide. Le crime en lui-même est déjà énorme. Mais ce qui va suivre l'est peut-être encore plus, la dissimulation. Une chape de plomb organisée par les États impliqués qui va durer des décennies. Pour comprendre comment un tel secret a pu tenir aussi longtemps, il faut connaître cette notion, la raison d'État. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'idée que pour protéger les intérêts supérieurs d'un pays, ses relations diplomatiques, sa sécurité, on peut décider de mettre la justice entre parenthèses. Et c'est exactement ce qui va se passer ici. Pourtant, au début, la réaction officielle est très forte. Le général de Gaulle est absolument furieux. Un opposant politique enlevé sur le sol français par des agents étrangers, avec l'aide de policiers français, pour lui, c'est une humiliation. Il promet que la justice sera implacable. À ce moment-là, on peut penser que toute la vérité va éclater. Mais ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Quelques mois plus tard, le ton change radicalement. L'implication française dans l'affaire est soudain qualifiée de vulgaire et subalterne. Un détail en somme. La fameuse raison d'État a pris le dessus. Il devient plus important de ménager les relations avec le Maroc que de faire justice. Le secret d'État est en marche. Et ce blocage, il est systématique. C'est un vrai mur du silence. L'enquête judiciaire piétine parce que les États ne coopèrent pas. La France ouvre certaines archives, oui, mais garde les documents les plus importants sous le sceau du secret défense.
Le Maroc, lui, refuse d'extrader les suspects toujours en vie et bloque toute demande de fouille sur son territoire pour retrouver le corps. C'est une obstruction organisée. La question, c'est est-ce que cette situation peut durer éternellement? Après toutes ces années, est-ce que les lignes commencent enfin à bouger? Est-ce qu'on assiste aux premières fissures dans ce mur du silence? En 2017, un chiffre donne un peu d'espoir. 89. C'est le nombre de documents jusqu'alors secrets que la France décide de déclassifier. On se dit, ça y est, enfin la vérité va sortir. Sauf que, il y a un mais. C'est une ouverture en trompe-l'œil, car le document que tout le monde attend, le plus sensible, celui qui détaillerait les implications au plus haut sommet de l'État, eh bien ce fameux document numéro 1, lui, reste classifié. L'État a choisi de livrer une partie de l'histoire, mais pas toute la vérité. Finalement, aujourd'hui, la nature du combat a un peu changé. Grâce au travail des historiens, des journalistes et de la justice, on sait dans les grandes lignes qui a fait quoi. La dernière grande question, le secret ultime qui empêche de clore le dossier, c'est celle de la dépouille. Où est le corps de Mehdi Ben Barka? C'est donc la question qui reste en suspens. Après presque 6 décennies, est-ce que cette quête d'une sépulture, ce besoin fondamental pour une famille de pouvoir faire son deuil, est-ce que ça peut être la clé qui forcera enfin les États à livrer leurs derniers secrets, ou le mystère est-il destiné à le rester pour toujours? La question demeure.